ça va faire 1 an que là, j'ai pris possession de ma vie. Je suis pas juste spectatrice, mais je suis un acteur principal. Que j'ai vraiment dit, OK, je me bâtis des objectifs à long terme, puis j'y crois. Je suis quelqu'un de vrai, puis j'étais incapable de bâtir des choses parce que je me croyais pas. J'étais pas capable de faire semblant. Mais tu sais, fake it till you make it, moi, T'as de la misère avec ça? Ouais. OK. Faut vraiment que je le ressente. Faut vraiment que j'y croie. Fait que je me suis donné le temps. Puis aujourd'hui, c'est comment tu commences à voir ta vie dans le futur? Ah, ben là, je suis all-in. Mais tu sais, c'est comme si je te disais qu'il y avait un élastique qui me retient depuis 6 ans. Fait que là, moi, je roule à 200 000 à l'heure, là. Je suis inarrêtable. Ah ouais. Il n'y a plus d'élastique? Ouais. T'es all-in? Ben, je me suis levée un matin. C'est drôle à dire. Je me suis levée un matin et j'ai fait, OK, on part. Tu t'en vas où? Je m'en vais vraiment loin. Ouais. Je m'en vais partout. Je m'en vais vraiment loin. Puis je vais faire toutes les choses que j'aime puis que je veux faire. Ouais. J'ai du temps à rattraper. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Côté sombre des affaires. Mon nom, c'est Olivier Paré. Et aujourd'hui, on a un épisode vraiment spécial parce qu'on n'a pas une, mais 2 invités exceptionnels. La personne que je vais vous présenter est une professionnelle de la vente. Elle a le poste de directrice de l'expansion et de la fidélisation et du développement des affaires chez Avego. Elle a travaillé dans le domaine de l'optique, dans le domaine médico-esthétique, dans le domaine des matières dangereuses, dans le domaine alimentaire, dans l'impression. Je suis sûr que j'en ai oublié d'autres. Cynthia Desrosiers, bienvenue parmi nous, ma chère. Merci, Olivier. Tu as amené ton acolyte, Flora, notre 2e invitée pour le podcast. Cynthia, tu es avec nous autres depuis presque 1 an avec Avego. Oui. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que Cynthia a commencé en janvier 2025. Tu as commencé pour nous aider à confirmer les rendez-vous, setter comme le premier poste dans l'entreprise au niveau des ventes pour qualifier puis confirmer les rendez-vous. Ensuite, tu es devenue représentante ou directrice de compte, tu as commencé à t'occuper des clients directement. Puis, suite à ça, il y a une opportunité qui s'est ouverte où on t'a tendu la main pour que tu t'occupes vraiment de toute l'équipe de vente. Tu es une personne, tu es une femme de principe. Tu es une femme avec des belles valeurs, avec une organisation de travail, mais une éthique de travail qui est assez unique. C'est un plaisir de travailler avec toi au quotidien. Dis-moi, d'où est-ce que ça vient, cette droiture-là, puis ces principes-là, puis comment... Aujourd'hui, je trouve que les gens sont plus vraiment des gens de principe ou des gens avec une éthique de travail aussi, dis-moi, c'est moins répandu qu'avant. Mm-hmm. Où est-ce que tu es allé chercher toute cette drive-là, puis cette posture-là? Pour vrai, je pense que ça vient de ma famille, des 2 côtés. Moi, je viens d'une lignée d'entrepreneurs. Chacun avait sa façon de fonctionner, chacun avait sa façon de penser, mais je pense que les choses qui revenaient le plus souvent, c'était ça, c'était les principes et les valeurs. Donc, je pense que moi, très jeune, j'ai regardé, j'ai observé ces gens-là faire. Puis c'était des gens très disciplinés, très constants. C'était des gens qui étaient durs. C'était pas des gens qui se permettaient... Genre rigide ou tough ou... Les 2. C'était pas non plus des gens qui se permettaient l'erreur. C'était des gens qui travaillaient très fort. Performants, comptaient pas les heures. Donc, ça travaillait fort, ça fêtait fort. Puis, mes parents, quand j'étais très jeune, c'était un modèle. Puis, je voulais les rendre fiers. J'étais enfant unique. J'ai très vite commencé à travailler dans l'entreprise familiale. Alors, j'appliquais ce que je voyais. Donc, Fait que tu as eu la chance d'avoir plusieurs beaux modèles, dans le fond. Oui, absolument. Donc, je pense que c'est ce que j'ai répété dans mon travail. Je l'ai fait à ma sauce par la suite. J'ai fait des essais et puis des erreurs. Mais j'ai vu que ce qui pouvait surpasser le talent, c'était la constance, c'était la rigidité, c'était la discipline.
Donc, je pense que c'est ce que j'ai gardé en moi. Ouais. Aujourd'hui, tu as développé une hygiène de vie alignée avec ça. Justement, tu te 100%. lèves tôt, tu t'entraînes, tu manges super bien. Tu as Oui. toujours été comme ça? Quand j'étais dans ma vingtaine, non, un petit peu moins. Je me cherchais beaucoup. C'est sûr et certain que j'avais une certaine base dans mon travail où que oui, j'étais constante, oui, j'étais rigide, oui, j'étais disciplinée, mais personnellement, un peu moins. OK. Puis c'est sûr et certain que je pense qu'avec ce qui m'est arrivé au niveau de ma santé en début de ma trentaine, Ouais. ça m'a forcé à l'appliquer aussi dans ma vie à moi, dans ma vie personnelle. Tu n'as pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. Puis je pense que quand tu n'as pas le choix dans la vie, c'est là que la magie s'opère. C'est quand on est à côté ou au pied du mur. Hein? Oui, quand tu n'as pas le choix. Je veux qu'on en reparle de ton épisode de santé ou de maladie, puisque c'est majeur, puis ça fait partie de ton histoire. Mais avant ça, dis-moi, où est-ce que tu as commencé dans la vente? Est-ce que tu as commencé jeune? Aujourd'hui, tu sais, j'aime dire que tu es une professionnelle de la vente parce que tu as des résultats exceptionnels, mais ça vient avec une éthique de travail, un professionnalisme. Puis, de où est-ce que c'est parti cette envie-là de convaincre les gens puis les amener à prendre action, peu importe l'industrie que tu as travaillé maintenant, qui est dans l'industrie avec Avego? Là? Bien, je pense que c'est un naturel. Parce que très jeune, là, à l'âge de 9 ans, comme je disais, ben, je veux dire, dans l'entreprise familiale, moi, j'allais voir les gens dans le gym. Mes parents avaient un centre de conditionnement physique. Puis là, j'allais les voir, puis là, je leur posais des questions. Tu sais, est-ce que tu aimes le gym? T'aimes-tu les rénovations? Est-ce que tu recommanderais le gym à tes amis? Puis si je voyais, justement, parce qu'il y avait des cartes de membres, puis là, je voyais la date, tu sais, que l'abonnement prenait fin. Fait que tu as commencé en vendant des abonnements. Oui, hein, j'avais pas fait le lien, en plus. C'est moi qui créais les contrats. Là, je faisais Mon père m'avait fait un modèle, puis là, je le répétais. Puis là, j'allais voir les gens dans le gym, je voyais le renouvellement était dû, puis là, j'allais lui demander, ton renouvellement est dû, veux-tu qu'on aille faire ça à la fin de ton entraînement? Fait que, tu sais, déjà là, j'avais une proximité avec les gens, mais mon but, c'était pas de vendre. Je pouvais pas appeler ça encore de la vente, j'appelais ça être utile. Mais je pense que... Mais c'est ça, un bon vendeur, ultimement, je pense. Oui. Je pense que je voyais que ces gens-là prenaient soin d'eux, travaillaient leur santé. Fait que pour moi, je faisais juste quelque chose de bien pour ces gens-là. Donc, je pense que je comprenais juste ce que ces gens-là avaient de besoin. Donc, je pense que je suis une femme très observatrice et j'écoute beaucoup. Fait que je pense que ça vient de là. Mais moi, au début, la vente, c'est pas vers ça que je me suis tournée tout de suite. Moi, je voulais aller plus dans mon côté créatif. OK. Oui. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai voulu aller au Collège La Salle, puis j'ai été en design de mode. Et j'ai travaillé pour les Grands Ballets canadiens. Donc, j'ai eu un stage en finissant mon cours. Donc, j'étais directrice artistique, puis j'avais des designers avec moi. Puis, on avait le côté du Grand Ballet Jazz, qui n'était pas le ballet classique. Et puis, on avait beaucoup moins de représentation. Et puis, ce qu'on a voulu aller chercher, c'est des sponsors, plus de visibilité, des partenariats. Fait que moi, je me suis proposée. J'ai dit, bon, ben je vais aller chercher plus de visibilité puis de partenariat. Fait que je suis tombée dans le département des ventes. Fait que de fil en aiguille, à un moment donné, je pense que je me suis juste rendu compte que j'avais quelque chose avec les humains, que j'avais envie de les comprendre, que je trouvais que c'était un beau challenge aussi, la négociation, la proposition. Puis je voulais aussi comprendre, c'est pour ça qu'après ça, je suis tombée au HEC puis je suis allée en vente relationnelle, c'est que je voulais comprendre pourquoi des gens disent oui, puis pourquoi des gens disent non. La psychologie derrière ça. La psychologie derrière la vente. La vente relationnelle, oui. Puis, après toutes ces années-là, qu'est-ce qui te fascine le plus de la psychologie de la vente? Pour ceux qui nous écoutent là, puis qui sont peut-être pas des maîtres de la vente, c'est quoi un ou deux trucs que tu pourrais donner à quelqu'un qui peut réaliser par rapport à la psychologie d'achat d'un client? Je pense que ce qui est important dans la psychologie, c'est d'être capable de comprendre l'humain avant toute chose, puis c'est d'être capable de cerner c'est quoi qu'il recherche, sans même que lui son désir profond. Puis de quelle façon que moi je peux l'aider, d'une façon que lui il est incapable. Fait qu'il faut, dans le fond, aller lui apporter une vérité absolue, une vérité qu'il n'a pas, mais une vérité qu'il recherche. Oui. Fait que je pense que c'est au niveau des questions. Puis il faut avoir vraiment une intelligence émotionnelle. C'est vrai, hein?
Parce que C'est de voir au-delà de ce que le client veut ou demande. Mettons, tu sais, je suis allé acheter, je prends l'exemple de veston. Disons, un homme va dire, ah, je veux un veston de telle façon ou telle couleur ou whatever, mais dans le fond, peut-être que ce qu'il cherche, c'est pas vraiment une couleur ou quelque chose, c'est un sentiment de je veux me sentir en confiance, je veux inspirer confiance ou je veux me sentir plus détendu, whatever. Puis c'est ce feeling-là qui te verbalisera pas, mais c'est en étant plus conscient de qu'est-ce qu'il ressent ou c'est quoi son désir profond. T'sais. Le but, c'est vraiment comme si je reprends ton exemple de la couleur d'un veston, bien, c'est à nous d'aller plus profond que ça. C'est-tu pour un événement? C'est-tu pour parce que tu pars en vacances? C'est-tu pour un mariage? C'est-tu le mariage d'un de tes amis? Ça fait-tu longtemps que tu es ami avec cette personne-là? C'est pour une soirée ou c'est pour reporter plusieurs fois? Exactement. Est-ce que c'est significatif, ce veston-là? Est-ce qu'il y a une raison derrière la couleur? Y a-t-il une thématique? Donc, c'est de l'amener aussi à avoir une vision puis de le rentrer dans une émotion. Fait que je pense que c'est vraiment une question de profondeur. Fait que pour aller en profondeur, ça prend une intelligence émotionnelle. Ouais. Fait que je pense que pour avoir une intelligence émotionnelle, ça prend un parcours de vie. Il faut avoir vécu des choses, il faut avoir essayé, il faut avoir fait des erreurs. Je pense qu'un bon vendeur, c'est quelqu'un qui va avoir vécu la vie de plein de façons. OK. Ouais. Dis-moi en plus. Bien, il faut avoir fait des erreurs, il faut avoir essayé. Il faut avoir réussi aussi des choses. Ouais. Je pense qu'il faut avoir même fait des erreurs dans sa vie personnelle pour se remettre en question, pour se réaligner, travailler son humilité. Je pense qu'on a tous un passage où est-ce qu'on est beaucoup dans l'ego. Calmer cet ego-là. Oui. Pas prendre personnel un nom ou whatever. Exact. Souvent, je sais pas si toi t'as fait ça, mais jeune en vente, quelqu'un te dit non, puis là t'es insulté, puis tout ça, mais c'est juste une façon de te tester. Ou des fois, c'est même pas une façon de te tester, mais un non veut pas dire que c'est vraiment non. Des fois, il faut juste valser puis comprendre, puis finalement, c'est non à cause de telle affaire, mais dans telle condition, ça serait peut-être un oui. Puis ça m'amène à te dire quelque chose qu'un de mes professeurs m'a déjà dit, parce qu'à un moment donné, moi, j'étais dans l'ego. Puis j'étais toujours en train d'expliquer que moi, les gens que j'avais devant moi, un client potentiel, ben je disais que c'était pas un bon client, qui était pas qualifié, qui avait pas le bon profil. Puis à un moment donné, mon professeur... Tu te responsabilisais pas. Non. Puis à un moment donné, mon professeur, il m'a dit, tu sais, le métier de la vente, ça commence quand tu as un nom. Fait que là, je me suis assise avec ça, puis j'ai essayé de le comprendre. Donc, étant donné que je pouvais pas me rasseoir avec les gens que j'avais essayé de vendre quelque chose, bien, je me suis assise avec moi, puis je me suis demandé qu'est-ce que je faisais, puis qu'est-ce que je devrais changer. Fait que là, c'est là que j'ai travaillé mon ego, puis que j'ai amélioré mon humilité. C'est souvent ça qu'un mauvais vendeur va dire. Il y a toujours des bonnes excuses. J'ai pas le bon client, il manquait de temps, notre prix est trop cher. Puis mais quand tu as un bon vendeur, il va se demander qu'est-ce qu'il peut faire de mieux, qu'est-ce que je peux ajouter, qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce que je peux faire de différent pour pouvoir closer. Puis en général, quand on entend plusieurs excuses, ben, c'est juste qu'il te manque de technique ou d'expérience. Le domaine de la vente, si tu penses que c'est d'avoir souvent des oui, c'est pas le bon métier pour toi. Ouais. C'est vraiment quand tu commences par un non. C'est là que ton métier commence. Absolument. Tout à fait. 100%. Ouais. Des fois, on a un premier nom, mais c'est derrière ce nom-là que tout le beau puis toute l'opportunité se cache. Puis souvent, les plus grosses ventes, je ne sais pas toi, mais moi, mes plus grosses ventes ont commencé avec des noms. Oui. Puis là, ben, à force de bien écouter, bien comprendre, arriver avec d'autres options, retravailler ça, ben, finalement, on est arrivé avec un oui, mais de base, c'est un non. T'sais. Puis souvent, 80% des vendeurs ben, s'arrêtent au non, alors que c'est justement, comme tu l'as dit, le métier où la vente commence quand tu as un non. T'sais. Oui, il faut souvent essayer de ne pas se projeter puis pas penser que les gens sont comme nous. C'est pas parce que quelqu'un te dit non que ça va être les mêmes raisons que toi, tu connais quand tu dis non aussi. C'est vrai. Fait qu'il faut que tu travailles ta curiosité. Oui, de ne pas supposer. De ne pas supposer. Ouais. Il faut que tu sois capable de poser des questions, d'avoir une curiosité, de faire ressentir un intérêt derrière ce nom-là qui peut amener à une conversation où est-ce que tu peux mettre de côté ta vente puis juste essayer de comprendre mieux la personne. Puis ça peut même t'amener justement des fois à une vente parce que justement, tu n'auras pas juste le focus de la pas du gain de vendre quelque chose, mais c'est là que quand tu commences à aimer le processus, je pense que c'est là que tu deviens un bon vendeur. Tout à fait.
J'aime ça. Personne n'aime les frais cachés ou payer trop de frais. Et dans l'univers des terminaux de paiement, c'est une industrie qui est ultra compétitive et c'est des frais qu'on envoie et on ne sait pas trop où est-ce que ça s'en va. Et on a notre partenaire CleverPays qui a un offre de service unique pour la communauté d'Avego, une entreprise qui est honnête, tellement honnête qu'ils n'ont aucun contrat, donc vous pouvez résilier en tout temps avec les meilleurs tarifs. D'ailleurs, il garantit les meilleurs tarifs versus la compétition avec un service 7 sur 7, humain, authentique. Il accepte toutes les cartes de crédit et même la crypto-monnaie. Si vous voulez réduire vos frais, avoir des gens honnêtes qui valident toutes les clauses de petits contrats dans vos contrats de souscription et vous aider pour avoir un meilleur service et vous assurer que chaque vente compte et que vous en reste le plus possible dans vos poches. Rendez-vous sur cleverpays.ca/Avego pour une offre exclusive qui a été faite uniquement pour la communauté d'Avego. Donc, cleverpays.ca/Avego. Selon les termes et conditions, vous pourriez même être éligible à un terminal gratuit d'une valeur de plus de 1500 $. Et on retourne au podcast. Puis, tu ne serais pas supposé être là aujourd'hui. Il y a quelques années, on t'a dit qu'il te restait quelques mois, je crois, à vivre. 6 ans plus tard, tu es en santé, tu es là. Ouais. C'est incroyable. Peux-tu nous en parler de ce qui s'est passé il y a 6 ans? Oui, dans le fond, en 2019, en fait 2018-2019, je suis dans le summum de ma forme. Je vais super bien, je m'entraîne, je vais bien. T'es en santé. Je suis en santé, je suis heureuse. J'ai un travail que j'aime. Et puis, j'ai ressenti une bosse. Donc, étant donné que je m'entraîne beaucoup, je pensais que j'avais une hernie ou que je m'étais mal entraînée, que je m'étais blessée. Fait que j'ai juste été voir le médecin pour ça. Et puis, quand elle m'a tâtée, c'était trop rigide, puis c'était pas positionné pour penser que c'était une hernie. Donc, elle m'a dit, écoute, on prendra pas de chance, je vais te faire un scan. Et puis, étant donné que tu as 32 ans et que tu es en forme, elle dit pas avoir d'inquiétude, c'est juste qu'elle veut juste comprendre qu'est-ce qui se passe avec ton abdomen. Puis moi, juste pour que tu saches, j'avais vraiment le haut de l'abdomen très haut, très gonflé, mais pas le bas. Donc là, elle se demandait si ça pouvait être l'anxiété, les hormones. Fait qu'il y avait plein de petites questions comme ça qu'elle voulait juste aller confirmer que tout était beau. Mais elle me trouvait très pâle. C'était en été, en plus, le rendez-vous que j'avais pris, puis j'étais très, très blanche, mais pas un blanc normal. Donc, elle m'a fait prendre des prises de sang pour arriver justement au fait que j'ai de l'anémie. Donc, il y a un segment, on ne sait pas où. Et il y a une masse, tu sais, comme quand même une grosse masse dans l'estomac. Fait que là, on a suivi avec d'autres examens. On a vraiment fait une panoplie. Là, on a fait un TEP scan. J'ai eu absolument tout ce qui existe. Puis, on s'est rendu compte que j'avais une tumeur des tissus mous. Dans le fond, c'est un gyste que ça s'appelle, qui s'était logé dans mon estomac. OK. C'est très rare. Et puis, moi, j'avais le wild type. Donc, c'est chimio-résistant. Si c'est pas opéré en monobloc... Tu vas pas faire de chimio. Tu peux pas faire de chimio. Et puis, le stade où j'étais, ben il y avait rien à faire. Donc, il était trop tard? Oui, genre? c'était un stade 4. Ça avait été un petit peu trop long avant que soit que tu consultes ou que tu t'en rendes Exact. compte. Tu t'en es-tu rendu compte puis ça a pris plusieurs semaines avant que tu y ailles? Ou... Ben en fait, les médecins comprennent pas encore que j'aille pas de douleur ou que j'avais pas, dans le fond, d'effets secondaires, des vomissements, des maux de ventre, des crampes, des à ce moment-là? J'en avais pas. OK. J'avais rien. Fait que pendant des années, moi, ça l'a grossi. C'était gros comme un boc de bière. C'était énorme. Gros comme... Un boc de bière. Ah, ouais. Énorme. Ouais. C'était énorme. Puis tu le sentais pas? Ben, Ou tu sais... quand je m'assoyais, j'étais comme coincée, mais hey, j'ai des abdos, puis j'ai une masse musculaire, puis je m'entraîne, puis je suis tellement habituée qu'après des années, je pense que tu t'habitues à cet inconfort-là. Ouais. Puis tu sais, moi, je faisais beaucoup de routes, j'étais représentante sur la route, fait que je me disais peut-être que c'était ma posture. Tu sais, que j'étais peut-être inconfortable parce que j'étais toujours de la même placée de la même façon. Fait que là, quand ils ont réalisé ça, ils ont dit... C'est ton cancer, il est stade 4, il est agressif, il est wild type, on n'a pas de spécialiste pour opérer ça, il n'y a rien à faire. Fait que moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée chez ma mère, c'était en plein été, puis j'entendais les enfants se baigner dans la piscine, j'avais 32 ans, puis c'est là que les questions ont commencé, là. Tu sais, des questions tu sais, que tu es censé te poser juste quand tu as comme 80 ans, là. Ouais. Tu sais, quand tu fais un bilan de ta vie, ben moi, je l'ai eu à 32 ans. Ouais. Là, je me suis mis à avoir envie de vieillir. J'ai eu envie de
me marier, avoir des enfants. Là, je me posais des questions. Puis là, je voyais ma carrière, je voyais mes amis se marier, avoir des voyages, s'acheter une maison. Tu sais, toutes des petites choses comme ça que je me disais, OK, pas pour moi. Ça a l'air que je pourrais pas l'avoir. Donc, ça a été difficile parce que j'ai passé au travers plusieurs émotions. La tristesse, mais beaucoup de colère. Moi, ça a tombé dans la colère, la frustration, l'injustice. Frustré de quoi? L'impuissance. Bien, c'est que moi, je suis une femme croyante. Puis je pensais que quand tu fais le bien, bien, le bien va t'arriver. Puis c'est tellement gros puis grave que je comprenais. Pourquoi moi? Ouais. Pourquoi ça m'est arrivé à moi, même si j'étais une bonne personne, j'ai fait le bien, puis... Oui, fait que là, je me disais, toutes mes croyances, j'ai comme brisé toutes ces croyances-là. Il a fallu que je m'en refasse d'autres. Puis j'ai été des années sans croyance, sans foi, fâchée. Pour vrai? Oui. Pendant des années? Oui, OK. oui, ça a duré 3 ans, au moins 3-4 ans où j'avais perdu la foi, je croyais vraiment plus en rien. Wow. J'avais de la misère à voir le bon puis le mauvais. Tu sais, la justice, parce que je me disais que même quand t'es bon, il peut t'arriver des graves choses. Fait que ça a été difficile pour moi. J'ai eu un conflit, là. J'étais en rébellion. Ta blessure d'injustice sortait, tu comprenais pas pourquoi ça t'arrivait. Oui, parce exactement. que tu t'entraînais, tu avais une belle hygiène de vie, tu étais sur la coche, Oui. puis là, voyons pourquoi ça m'arrive. C'est ça. Fait que c'était toutes des questions que j'ai eues parce que, je veux dire, il me restait peu de temps. Puis c'est quoi qu'ils t'avaient dit, les professionnels, à ce moment-là? Ils t'ont dit que c'était pas opérable, ils t'ont dit que t'allais Ouais, mourir? Je dis pas que tous les docteurs sont comme ça, mais moi, malheureusement, je suis tombée sur quelqu'un qui manquait peut-être d'intelligence émotionnelle. Parce qu'il m'a dit, hey, pauvre toi, hein, t'as gagné à la loto, mais de la malchance. Oh my... Puis il m'a renvoyé chez moi comme ça. Il t'a dit ça? Ouais, il m'a renvoyé chez moi comme ça. T'as pigé le mauvais numéro. Ouais. Ciao, bye. Fait que, Mais c'est quoi la solution? C'était quoi le... il y avait... Il n'y avait pas de solution. Non, il y avait Tu vas rien. mourir. Il y en avait rien à faire. C'est ça. Puis arrête ça là. Ben oui. Oh my God. À un moment donné, je pense qu'au bout de 2 mois, je reçois un appel de ce docteur-là. Puis il me dit, puis ça a été un cadeau. Il me dit, écoute, moi, je sais que je pourrais pas rien faire pour toi, mais ton histoire, il y a tellement de choses qui vont pas ensemble qu'on comprend pas pourquoi tu as ça, que j'en ai parlé. J'en ai parlé à une équipe de spécialistes. Il y en a un qui fait des recherches, qui a décidé de se sortir de ses recherches. Puis, il y a quelque chose à te proposer. Est-ce que tu me permets de donner ton dossier à ce docteur-là, puis de le laisser le prendre en charge, puis tu verras avec lui la proposition qu'il veut te faire? Tu as dit, je vais y penser, puis je vous rappelle, j'imagine? Oui, j'avais du temps, fait que j'ai pu prendre le temps d'y penser. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Tu n'avais pas eu d'autres espoirs ou d'autres idées pendant ces 2 mois-là? Ou... Non. Il y avait aucune. T'étais-tu en train de te convaincre que t'allais mourir, genre? Mais pas de te convaincre, c'est pas le bon terme, mais... C'était divisé en 2. De te... Dans ma tête, c'était divisé en 2. D'un côté, j'avais tout ce qu'on m'a dit, tout ce qui était concret, tangible. Je veux dire, quand un docteur te dit il n'y a rien à faire, après le docteur, il n'y a rien d'autre là, que tu peux. Mais de l'autre côté, il y avait je suis entêtée dans la vie. Ah oui? Je suis très entêtée. Je pense que à date, là, j'ai jamais connu quelqu'un d'aussi entêté que moi. Puis fait que de l'autre côté, il y avait quelque chose qui me disait non, tout va bien. Ça va bien passe aller. au travers. Ouais, tout est beau. Comme si je m'attendais, tu sais, comme dans un film, là. Les arcs-en-ciel puis le feu, genre. Ouais, tu sais, comme dans un film, là, le rebondissement, là. Tu t'attendais à ça. Ouais. Ton intuition disait, ça va bien aller, il va se passer quelque chose. Ouais. Mais j'avais pas Là, encore... t'as eu cet appel-là. c'est ça, mais je touchais pas encore à mon intuition comme ça. Fait que... À ce moment-là, non? Ouais. Maintenant, plus? J'ai pas le choix. Ah ouais? Et Pourquoi? j'ai confiance en elle à cause de ça. Wow. C'est comme si j'avais pas encore confiance en elle. Fait que je l'entendais, mais je la mettais de côté. Comme la plupart des gens. C'est ça. Puis là, ce docteur-là qui m'a appelé, il m'a dit, moi, je suis sortie de mes recherches. Il m'a fait une proposition. Il m'a dit, on va essayer de t'opérer. Parfait. Fait qu'il m'a tout expliqué qu'est-ce qui allait arriver. Mais il m'a dit, je t'explique une chose, par exemple. Moi, je suis pas ici pour te faire des promesses, mais je vais te donner 2 ans de plus. Cette opération-là, c'est pour te donner 2 ans. Pourquoi pas? 2 ans de plus, je vais me rendre à 34. Mon but au début, c'était 35. Puis dans ma tête, j'étais comme, je veux toucher le 40. Mais lui, il était comme, c'est sûr que 2 ans max. J'ai dit, OK, parfait. C'est sûr que 2 ans max. Ouais.
C'est ça qu'il t'a dit. Ben, selon les recherches, puis ce qu'ils ont fait avec, dans le fond, l'agressivité puis le stade, il n'y avait personne depuis 1971 qui avait été capable de ne pas rechuter, de ne pas avoir une réopération ou de se faire réopérer ou de prendre un Glivec, qui est dans le fond une médication de chimio, une pilule de chimiothérapie. Fait que moi, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, on l'essaye. Fait quand... Tu t'es dit 2 ans, mais tu visais 35, puis si je suis chanceuse, c'est 40. Oui, exact. Fait que on m'a opéré le 21 novembre 2019. Et puis là, ben, on le sait tous, là, qu'est-ce qui se passe après. Fait que là, moi, je suis sortie d'opération. Il n'y a plus rien. Tout est beau. Ben ça, c'est en novembre. Fait que le COVID, c'était février, fin février. 2020. Puis là, t'étais-tu comme chez toi pendant plusieurs mois ou... C'est ça. L'opération, j'imagine, tu avais une couple de semaines ou une couple de mois? Oui. En fait, quand tu as une gastrectomie, comme j'ai eu partielle, donc on m'a enlevé le 2/3 de l'estomac, on a gratté le pancréas, le foie. J'avais aussi un problème avec une valve du cœur, puis j'avais le thymus atrophié. T'as tout interrelié? Non, il y a plein de choses dans mon corps qui, ça... Ils t'ont tout refait en neuf? Ils m'ont tout refait en neuf. Ils ont commandé des pièces sur Amazon. Puis après ça, ils ont dit, on va refaire quelque chose avec elles. Tant qu'à y être. Ben oui. Fait que l'opération... On va y arranger le cœur en même temps, tant qu'à y être. L'opération, au lieu de durer 45 minutes, a duré 4 heures. Oh my God. On m'a échappé de la table d'opération. Quoi? On m'a blessé à l'épaule. Oh, oui. De quoi, il t'a échappé? Oui. Dans le fond, je peux pas t'expliquer parce que j'étais pas là. Ben, j'étais là, mais j'étais inconsciente. Ouais, mais on m'a échappé parce que j'ai été blessée. Puis quand je me suis réveillée, j'avais tout le bras noir. Parce que je suis tombée comme ça. J'ai levé mon bras en tombant. C'est ça qui a fait que maintenant, tu es encore en vie? Ça se peut. Ça a comme tout fucké leur plan, puis le corps a eu J'ai une réaction. rebrassé. Mais tu vois, ils t'ont échappé. Écoute. Je ris, mais c'est tellement pas Non, drôle, mais c'est... je me dis, écoute, c'est pas comme si j'étais bien lourde, là. Mais. Colline, là, tu sais. Mais oui, voilà. Fait qu'on m'a échappé, puis je pense qu'on a tiré mon bras, fait que je suis comme. On m'a blessée à l'épaule. OK. Ouais. Donc. C'est pas grave, je suis là, c'est correct, mais. Fait que 4 heures plus tard, t'es sorti. Ouais. Mais Le bras noir. je suis sortie 4 heures plus tard, je suis sortie de l'opération et on me dit tu vas être 1 mois arrêté. On s'entend, Okay. là, j'ai été ouvert, là. Tu sais, comme j'ai été ouvert au complet. Et puis ça, on est dur dans ma famille, là, de plein de côtés, là. On est dur avec notre corps, on est tenace, on a beaucoup d'orgueil. OK. Donc, au bout de 2 semaines, moi, je voulais recommencer à travailler. T'étais dans quelle industrie à ce moment-là? J'étais dans le domaine de l'optique. Okay. Donc, j'étais pour une compagnie américaine de lunettes. Et puis, dans le fond, j'avais fait tout le démarchage au complet. J'avais fait le développement des affaires complet. C'était une marque qui était peu connue sur le territoire. Fait que j'étais directrice de compte régional. Fait que j'avais tout le territoire du Québec à moi. Et tu es reparti sur la route. J'ai reparti sur la route. Voyons C'était donc. difficile parce que t'es pas censé marcher au bout de 2 semaines. T'es pas censé prendre ton véhicule. T'as même levé tes bras. J'étais pas capable d'éternuer. Mais voyons. J'étais pas capable d'éternuer. Puis ma mère, elle me demandait, là, arrête, s'il te plaît, tu sais, comme, essaye. Fait que j'ai recommencé à travailler. J'ai vu que j'avais de l'incapacité à le faire sur la route. Fait que j'ai fait des appels. Fait que j'ai travaillé les cold calls. OK. J'ai travaillé faire un speech au téléphone parce que dans le domaine de l'optique. Tu pouvais faire, là, dans le fond? Dans le domaine de l'optique, c'est du porte-à-porte. OK. C'est faut qu'on te voie. C'est la première impression. C'est le premier arrivé. Fait que là, au téléphone, c'était difficile. Ben, j'ai usé de ma créativité. J'ai regardé comment je pouvais travailler le cold call, comment je pouvais être intéressante au téléphone. Fait que ça m'a amené justement. Tu n'avais pas travaillé cet aspect-là de la vente encore? Pas vraiment, non. OK. Je l'avais effleuré, là, mais OK. j'en avais Mais pas. là, t'as tombé vraiment Ouais. dedans. Là, je suis devenue une experte. J'avais pas le Ah choix. ouais. Puis en plus, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il y a eu la COVID. Ouais. Donc, Quelques mois après. fait que là, on me dit que tu as 2 ans à vivre, mais je suis coincée à vivre. Ben, je vivais chez À ma pu mère. vivre, là, comme tout le monde. là. Fait que je vivais chez ma mère Restez sur une chez vous. terre. OK. Fait que je me promenais dans le bois, je me baignais dans la rivière. Fait que tu as déménagé chez ta mère Ouais. pour profiter du plein Ouais, air elle m'a puis de la accueillie. nature. Oui, elle m'a accueillie. Puis là, c'est ça, j'ai profité de la nature. Fait que j'ai tout revu mon hygiène de vie. Mais mon hygiène Elle était de... déjà bonne, ton hygiène de vie? Oui, mais ici. Ah, wow. Parce que t'as bien beau vouloir être bon avec ton corps, t'entraîner, bien manger, mais si tes pensées qui se passent ici, faut qu'ils soient saines aussi.
Fait que c'est là, il faut que tu... C'est quoi que tu as pris conscience pendant ces... T'as resté combien d'années chez ta mère? Durant tout le temps de la COVID. Fait que plusieurs années, là, 2 ans. Je sais pas comment ça a duré de temps. J'ai l'impression que ça a duré une éternité, mais au moins 1 an ou 2. Oui, facile. Au moins 2 étés, certains. oui. Un bon 2 ans. Oui, facile. OK. Donc... T'as pris conscience de quoi par rapport à comment tu te parlais ou tes pensées? Ou... Ben écoute, j'ai lu beaucoup sur les miracles, sur ce qui fait qu'une personne peut peut-être guérir. Parce que, tu sais, il faut comprendre que moi, après 2 ans, ben la 3e année est arrivée, puis la 4e, puis la 5e, puis j'étais toujours là, hein. Puis encore à ce jour, ils n'ont aucune explication. T'as-tu revu le médecin qui t'a opéré, qui t'avait dit 2 On ans? s'est pas revu, mais on s'est Non? parlé au téléphone. Puis il ricanait souvent avec moi parce que il sait qu'est-ce que j'étais, là. Entêtée, puis depuis le début que j'y disais « Je te le dis, tu vas voir! » Puis il trouvait ça donc beau, puis il avait de la misère à... Ouais, il voulait pas te faire de fausses promesses. Non. Puis là, j'étais comme... Hey, je sais pas si tu t'en rappelles, mais ça fait 4 ans, tu sais. Donc, c'est pour ça qu'il ricanait un petit peu, puis il m'a dit « Écoute, je te laisse aller. S'il y a quoi que ce soit, tu sais où me trouver. » Puis j'avais personnellement son numéro de téléphone. Puis t'as pas de suivi depuis ce temps-là? Ou Non. t'as pas de suivi médicaux à faire par rapport à ça? Ou... C'est pourrait. incroyable. Hein? On pourrait. Moi, j'ai décidé d'y aller all-in, puis c'est pas ce que je recommande, mais pour moi, ma recette à moi, c'est que j'ai décidé d'y aller all-in, les yeux fermés, puis je vais faire confiance à la vie. Fallait que je devais retravailler ma confiance en la vie. Fallait que je me fasse confiance aussi, puis il fallait que je fasse confiance en mes changements. En date d'aujourd'hui, ben, je pense que j'ai bien fait de faire confiance. Là. Puis j'ai retravaillé aussi mes pensées dans ma tête. Puis je pense qu'une des choses qui m'aide le plus, c'est que je suis une femme très positive. Je vois toujours le bon côté, même dans une mauvaise situation. Il n'y aura jamais rien de grave avec moi, là, dans le sens que j'ai connu qu'est-ce qui est grave dans la vie. Là. Et puis, ben, je suis quelqu'un d'heureux. Je suis heureuse de vivre. Puis je suis pas quelqu'un qui s'habitue à ça. Fait que tous les matins, pour moi, c'est pour vrai. Là, ça sonne cliché, mon affaire, là, mais je suis vraiment heureuse à tous les matins. Donc, j'ai touché à quelque chose qui me permet, je pense, de pouvoir savourer l'instant présent. Puis combien de monde disent Ah, j'ai pas hâte de passer le cap du 40 ans ou du 50 ans. Comment tu vois ça, toi? Moi, je dis toujours T'étais supposé décéder à quoi, 34, dans le fond? Ouais. Ou en tout cas, 34. c'était comme il te Ouais. donnait 2 ans. Moi, je dis toujours que vieillir, c'est un privilège. Ouais. C'est important de le voir comme ça. T'as hâte d'avoir tes 40 ans? Oui. Vraiment. Vraiment beaucoup. Je pense que, je veux dire, je reviendrai pas en arrière. Je suis juste fière de tout ce que j'ai accompli parce que ça fait de moi la personne que je suis. Puis je pense que dans ce parcours-là m'a permis aussi d'aider des gens. Donc, je pense que je suis fière. Je dis toujours que la pire chose qui m'est arrivée est la plus belle chose qui m'est arrivée. Parce que ça m'a permis d'être ce que je suis puis d'aider des gens aussi. Puis il y a des gens, tu sais, que... Tu sais, c'est correct des fois sur Internet d'écouter des histoires, des miracles, des histoires qui n'ont aucun sens, qui s'est avéré finir vraiment bien. Mais si je suis une personne que tu peux rencontrer en personne puis que je suis capable de te raconter mon histoire, ça peut donner espoir aussi à des gens des fois qui se font donner des mauvais pronostics. Parce que j'en ai eu un, tu sais. C'est quoi le nerf de la guerre en business? C'est le cash flow. Puis qu'est-ce qui génère le cash flow? Ben, c'est les ventes. Mais que vous ayez une business de 1, 5, 10 ou 25 millions de chiffre d'affaires, on se rend compte dans la majorité des cas que le système de vente n'est pas optimisé ou les ventes dépendent trop du propriétaire d'entreprise. Donc, on a décidé de créer le bootcamp Scaler vos ventes que je vais avoir le plaisir d'animer, ainsi que Cynthia Desrosiers, notre directrice des ventes chez Avego. On a décidé de créer tous les templates qu'on utilise chez Avego qui nous a permis d'avoir une super belle croissance dans les dernières années, puis avoir une équipe de vendeurs qui sont motivés, qui sont performants et en fait de vous transmettre toute cette expérience-là. Alors, si ça vous parle, si vous sentez que vous voulez améliorer vos ventes et de faire en sorte de vous libérer du temps pour que vous, propriétaire d'entreprise, vous puissiez développer l'entreprise, le bootcamp Scaler vos ventes, c'est possiblement pour vous. Donc, je vous invite à appliquer à avegoacademy.ca/vente avec un S. C'est quoi la chose que tu as retirée de plus de cette épreuve-là? Que tu es comme contente que grâce à ça, tu as été chercher cet outil-là ou tu as réalisé ou tu as appris sur toi ou sur la vie? Bien, il n'y a jamais rien de permanent. Il faut prendre les choses plus à la légère.
Il faut faire confiance à la vie, même si on n'a pas toutes les réponses. Il faut s'entourer de gens qui nous aiment. Il faut vraiment s'entourer de positifs. Je sais que ça sonne encore cliché ce que je dis, mais pour vrai, c'est vrai. Je pense que si on l'entend aussi souvent, c'est parce que c'est la recette qui fonctionne. Je pense que c'est quand tu le vis que tu réalises que c'est vrai. Ouais. Il faut être capable d'être humble, puis il faut faire face à soi-même. Il faut faire face à ses démons. Il faut être capable d'admettre quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis il faut s'attarder, puis il faut le régler. Il faut être patient aussi. Faut pas Les gens, souvent, sont impatients dans la vie. Ils veulent que tout arrive trop vite. Pour plein de raisons, pour plein de choses. Je pense que quand tu aimes le processus dans la vie, soit le processus de guérison, un processus en vente, un processus quand tu rencontres quelqu'un, je pense que quand tu aimes le processus, c'est là que tu vis l'instant présent, puis c'est là que tu es heureux. Puis quand tu es heureux, bien, je pense que c'est une médecine en soi. Je pense que c'est ce qui nourrit l'âme. Puis je pense que c'est ce qui peut te maintenir en santé. Les gens focusent trop sur l'objectif. Le résultat. Le résultat. Il faut aimer le parcours. Tout à fait. L'objectif va venir si tu aimes le parcours. Oui. On dit que... J'ai déjà lu, je pense que c'est un livre qui disait que c'est pas la destination qui est importante, c'est le voyage. C'est ça. C'est comme de se rendre à la destination, mais pas la destination finale. Exactement. Puis oui, le résultat, c'est le fun, mais c'est bien plus la personne qu'on devient dans ce processus-là qui est important. Ouais. Tu sais. Les gens vont décrire leur voyage. Ils vont expliquer quelles villes sont allées, qu'est-ce qu'ils ont mangé, quelles personnes qu'ils ont rencontrées. Ça fait partie du parcours. Pas elle ressemblait à quoi la chambre à coucher de l'hôtel qu'on a été, tu sais. Oui. Ils vont pas juste te dire... Ils vont parler de tout le autour de ça, tu sais. Exact. Ils vont pas juste te dire « Je suis allée en Italie ». Ouais. Ils vont te le décrire. Très cool. Ouais. Puis tu disais qu'il faut faire face à ces démons. C'est quoi les démons que tu as fait face? C'est défauts. OK. Tu sais, on a des défauts qui vont nous nuire, nous. Ils peuvent nuire aussi à des gens ou à des échanges qu'on peut avoir avec des relations. Des relations. Mais il y a des défauts qui sont des défauts juste qui nous appartiennent puis qui vont nous nuire, nous, sans nuire aux autres. OK. C'est ça dans ton cas? Moi, j'étais quelqu'un qui était très... j'avais le syndrome de l'imposteur. Je le travaille encore, mais il est beaucoup moins fort. Mais ça, c'est quelque chose qui ne va pas nuire aux autres, mais qui me nuisait à moi. Tout à fait. Puis il a fallu qu'à un moment donné, je m'adresse à ce syndrome-là pour pouvoir avancer puis évoluer puis croire que j'ai le droit à des belles choses, que j'ai le droit d'exister, j'ai le droit au bonheur, à l'amour, j'ai le droit de réussir dans la vie. Fait que ça, c'est quelque chose que je devais adresser qui m'appartenait, que j'ai dû faire moi-même. Puis c'est pas quelque chose que les gens pouvaient m'aider. Oui. Il faut être capable qu'à un moment donné, on se dise qu'on a... Dans le fond, de la façon que je veux le dire, c'est que quand tu as le syndrome d'imposteur, il faut que tu t'adresses à ton syndrome de l'imposteur, mais il faut que tu crois en toi assez suffisamment pour être en mesure d'avoir les outils pour briser ça. Parce que même si quelqu'un te dit « Ah, mais t'es bonne, ah, mais t'es capable », si tu le crois pas, peu importe qui va te le dire, il faut qu'à un moment donné, tu sois capable de dire « OK, aujourd'hui, moi, je me parlais dans le miroir, là. Je me parlais, je me nommais. OK, Cynthia, aujourd'hui, ça va vraiment être une super de belle journée. Puis tout ce que tu vas faire, tu vas aimer ça, puis tu vas réussir, puis ça va bien aller. » Wow. Ouais. C'est puissant, la puissance de l'autosuggestion et des affirmations. Le pouvoir des mots. Oui, pour le subconscient. Puis, ouais. Le pouvoir des mots. Tu sais, comme des détails de dire c'est un ou l'autre. Non, c'est un et l'autre. Ouais. Juste ça, tu sais, c'est toutes des petites choses des fois que tu dois changer. Tout à fait. Ouais. Je présume que quand tu sais qu'il te reste plus beaucoup de temps à vivre, t'arrêtes de penser à long terme, puis les objectifs à long terme, puis aujourd'hui, est-ce que tu as recommencé à voir un peu plus loin, puis avoir des projets, puis... Oui, ça fait pas longtemps, ça fait 1 an. Ah ouais? Fait que ça a fait 6 ans le 21 novembre. Puis ça va faire 1 an que là, j'ai pris possession de ma vie. Je suis pas juste spectatrice, mais je suis un acteur principal. Et que j'ai vraiment dit, OK, je me bâtis des objectifs à long terme, puis j'y crois. Je suis quelqu'un de vrai, puis j'étais incapable de bâtir des choses parce que je me croyais pas.
J'étais pas capable de faire semblant. Tu sais, il y a des gens qui disent Tu fake. croyais pas que tu allais vivre? Oui, puis je me disais takou. Tu sais, mais tu sais, Takou, fake viens de it till rechute. you make it. Moi, T'as de la misère avec ça? ouais. OK. Faut vraiment que je le ressente. Faut vraiment que j'y croie. Fait que je me suis donné le temps. Puis aujourd'hui, c'est comment tu commences à voir ta vie dans le futur? Ah, ben là, je suis all-in. Mais tu sais, c'est comme si je te disais qu'il y avait un élastique qui me retient depuis 6 ans. Fait que là, moi, je roule à 200 000 à l'heure. Là. Je suis il est coupé. inarrêtable. Ah ouais. Il n'y Moi, a je plus suis all-in. d'élastique? Ouais. T'es all-in? Ben, je me suis levée un matin. C'est drôle à dire. Je me suis levée un matin et j'ai fait OK, on part. Tu t'en vas où? Je m'en vais vraiment loin. Ouais. Je m'en vais partout. Je m'en vais vraiment loin. Puis je vais faire toutes les choses que j'aime puis que je veux faire. Ouais. J'ai du temps à rattraper. Ouais. Mais je suis une femme curieuse. Ouais. Je suis une femme qui aime l'aventure. J'aime j'aime pas la routine. Fait que j'aime les nouvelles choses, essayer des nouvelles choses. Fait que c'est sûr que je veux voyager. Puis tu sais, tu vois chez Avego, tu sais, je suis directrice, tu sais. Je travaille avec une belle équipe. C'est tous des gens différents. Ce que j'aime aussi à travers Avego, c'est tous les événements, c'est les retraites, c'est aller à l'international, c'est de voyager, c'est rencontrer plein de personnes riches, mais différentes. Ils ont des parcours différents. C'est des gens qui sont intelligents émotionnellement. Il y a de la philosophie. On a des philanthropes. On a des gens qui ont parcouru le monde. Il y a des gens qui ont des parcours incroyables aussi, qui ont vécu des choses difficiles, mais des belles choses aussi. On a des gens extrêmement épanouis. Puis on est toujours en train de créer des événements exceptionnels qui regroupent ces gens-là. On a une communauté incroyable. Donc, pour moi, quelqu'un qui n'aime pas la routine, je suis à la plus belle place au monde. Puis tu vois, quand j'ai embarqué dans Avego, là, tu m'avais invité à la journée stratégique. Je pense que tu avais compris un petit peu que j'étais quelqu'un que, pour le comprendre, il fallait que je le vive. Puis je l'ai compris. Ça n'a pas pris une demi-journée que j'ai compris. Et dans mon développement personnel, je me suis dit, OK, mes connaissances en vente, c'est quelque chose que je vais proposer à Olivier. Mais moi, de mon côté, je pense que je vais gagner aussi là-dedans, qui est dans mon développement personnel, parce que vous m'avez challengé d'une belle façon que j'étais pas capable. J'ai comme atteint un plateau. Tu avais besoin de ressources externes. Oui, j'avais Tu avais besoin épuisé les ressources à l'interne. Je pense que j'ai fait ce que j'étais capable. Je pense que j'en ai fait pas mal. Puis je pense que tout le monde, à un moment donné, je pense qu'on peut atteindre un plateau. Je pense qu'à un moment donné, on se dit, OK, j'ai fait ce que je pouvais, j'en ai fait beaucoup. Mais là, si je veux aller au prochain niveau, il faut j'ai besoin des nouvelles idées, des nouvelles connaissances, des nouvelles expériences. On s'entend qu'on a tous un cerveau différent. Oui. On a tous vécu des choses différentes. Fait que vos perceptions, vos questions m'ont amené ailleurs, puis m'ont amené justement dans un développement personnel où j'étais capable de m'élever. Fait que ça m'a ébranlé de la bonne façon, puis j'ai vraiment évolué. Ouais. Ça s'est fait plus en profondeur. Plus dans ma personne, pas le côté professionnel. Côté professionnel, oui, j'ai gagné en connaissances parce qu'on a des gens exceptionnels aussi, là, mais personnellement, beaucoup. Ça me touche tellement ce que tu dis parce que depuis des années, on a des dizaines et des dizaines de membres qui nous disent qu'ils ont évolué au sein d'Avego personnellement, puis qui ont changé, qui ont appris des choses, qui se sont développés, mais de savoir que toi, à l'interne, tu sais, dans l'équipe, tu as évolué, puis... Mais un va pas sans l'autre, hein? Ouais. Le développement personnel que j'ai fait m'a permis de toucher à un aspect professionnel que j'avais, mais que je ne touchais pas à cause de mon syndrome de l'imposteur. C'est-tu ça, tu penses que tu as travaillé le plus, le syndrome de l'imposteur chez Avego? Oui, absolument. Ouais. Fait que tu te sentais mal au début quand tu as été promue directrice. Là, on le sentait, ce sentiment d'imposteur-là, mais tu me l'as communiqué, puis on t'a rassuré là-dedans que tu avais ta place, puis ça n'a pas été long où même les représentants t'ont félicité pour ton travail, puis à quel point ils appréciaient être supportés par toi. Ouais. Puis c'est cool parce qu'à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles, mais je t'ai dit, tu sais, tu es une professionnelle de la vente, des taux de closing exceptionnels, les clients sont satisfaits, tout ça, mais être quelqu'un qui s'occupe des clients directement, puis à un moment donné, passer plus dans un rôle de gestion de ton rôle, toi, maintenant, c'est plus de closer des clients, mais c'est de passer la balle, passer des connaissances, l'expérience aux autres personnes. Ouais. Puis, est-ce que tu sens que c'est justement là où tu es à ton meilleur, justement, de partager ton vécu, ton bagage, ton expérience? Oui, parce que quand tu deviens directeur des ventes, ton but, c'est pas de devenir le meilleur. Le but, c'est que ton équipe devienne meilleure. Puis si ton équipe gagne, ben là, toi, tu gagnes. Exactement. Tu
Tu sais, moi, je suis le coach. Je vais pas sur la glace. Je veux que mes joueurs comptent des buts. Je veux qu'ils soient à leur meilleur. Je veux qu'ils soient capables d'évoluer puis de grandir. C'est mon rôle. Puis moi, ma mission, c'est ça. C'est de leur permettre justement de faire ce que vous avez fait avec moi. C'est d'aller toucher le potentiel qu'ils ne touchent pas, L'élever. puis de le faire ressortir. Ouais. Exactement, parce qu'on a tous des profils relationnels différents. Hein? Toute l'équipe est différente. Toute l'équipe a une façon de fonctionner. Moi, je suis très caméléon, je m'adapte. Fait que je pense que c'est ma force aussi avec l'équipe. Je suis capable de comprendre un petit peu comment chaque personne. Oui, puis on a une fonctionne. équipe tellement différente. Hein? Ah oui. Ils ont toutes des personnalités, des façons de faire, des expertises Oui. différentes, mais C'est ouais. ce qui fait la force chez Ben Avego. oui, ben oui. Parce que si on avait juste les mêmes forces, Ouais. on irait tous dans la même Puis on n'a direction. aucun vendeur extraverti. Tu sais, des fois, l'image qu'on a d'un un vendeur qui parle fort puis qui fait son show, puis on n'a pas de ça. Mais Non. toutes des belles personnes qui apportent toute l'expérience, du bagage, puis Oui. Ben, que les membres en bénéficient. Tu sais. L'espèce de vendeur loud qui parle fort, qui prend toute la place, je pense que maintenant, on a compris que pour aller de l'avant, surtout avec ce qu'on offre chez Avego, on doit être plus comme des conseillers stratégiques. Ouais. On doit écouter. Fait que moi, je parle tout le temps. Comprendre c'est quoi les réels enjeux de l'entreprise ou de Exactement. l'entrepreneur. Ça prend le 80-20. Fait que 80 on est là pour écouter la personne. Ouais. Elle a besoin de conseils. Elle est à un niveau de sa vie où elle a besoin de conseils, elle a besoin d'une communauté, elle a besoin d'écouter. Elle a besoin de ressources externes parce que justement, le prix, elle a utilisé tout son potentiel, mais là elle veut fine-tuner. Oui, exact. La Là, personne elle a veut atteint le niveau. fine-tuner puis aller chercher d'autres points de vue, d'autres idées, d'autres C'est façons ça. de faire. Ces outils ont atteint une certaine limite. Puis là, nous, on est capable de lui en montrer d'autres ou peut-être un autre angle, une autre perception, une autre façon de faire. Fait que je pense que c'est important aussi d'aller vers ça. Tu m'as proposé il y a quelques mois de créer un programme ensemble pour aider les entrepreneurs dans leur département de vente. De où est-ce que c'est venu cette idée-là? Puis pourquoi tu trouvais autant important qu'Avego mette sur pied un programme pour aider nos dirigeants d'entreprise à avoir des départements de vente performants? Parce que j'ai fait de la consultation, puis j'ai déjà été, moi, un représentant dans des équipes qui étaient défaillantes. C'était des départements de vente qui fonctionnaient plus ou moins. Et j'ai remarqué que les gens c'est comme si la vente, c'est une zone floue. Les gens ont de la misère à statuer puis à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Il y a des idées préconçues beaucoup aussi, Il y a des façons de faire. Oui. Puis c'est difficile de savoir le plan de rémunération, comment engager, comment embaucher un représentant, comment le garder, comment le motiver. Ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué à l'externe. Une fois que je suis rentrée dans Avego, en discutant avec les gens, puis ils sont des industries différentes, là, je remarquais que le discours était toujours le même. Soit qu'ils n'ont pas de département des ventes, ou soit qu'ils ont un département défaillant. Ou soit que les ventes reposent sur eux, sur leur réputation, puis sur le dirigeant, tu sais. Fait que, tu sais, on s'entend que les ventes, c'est le nerf de la guerre. Ben Puis oui. moi, je suis forte en structure. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je t'en ai parlé, j'ai dit, hey, on devrait monter un bootcamp, on devrait monter un programme pour permettre justement à ces gens-là d'y voir clair, carrément, là. Un clé en main, des templates, être capable de dire, hey, voici la recette, là. Ouais. Suis la recette, puis ça va fonctionner. C'est la même recette qu'on utilise chez nous. Et voilà. Que tu as contribué énormément à mettre en place. Ça fonctionne. Ouais. Fait qu'on a été capable de dire, on va l'essayer, ça fonctionne, on va le proposer. Fait qu'on part du recrutement à l'intégration des représentants, la rémunération, comment on les paye, c'est des questions qui reviennent tout le temps. Toujours. Salaire plus boni, commission, les bonus, comment ça fonctionne. Exactement. Quand est-ce que je paye, comment j'y trouve sur Oui. les reps en fonction de mon mode de rémunération, comment je fais pour calculer ma rentabilité de ma business. Oui. Tu parlais Comment les garder motivés au Ouais. quotidien, les meetings, les KPI. Oui, exactement. Comme toi, tu parlais du système d'acquisition quand tu viens chercher un client. Ouais, aussi. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses. Il y a la mathématique derrière que tu parlais aussi. Fait que je pense que les points qu'on a amenés là-dedans, bien, ça va être un clé en main. Fait que la façon qu'on l'a structuré, bien, peu importe l'industrie, peu importe le projet, peu importe où est-ce qu'ils en sont, qu'ils ont un département ou pas, ils vont pouvoir suivre ça de A à Z. Ça va fonctionner. Tout à fait. Exact. Très cool. Ça va être un programme qui va avoir beaucoup d'impact
Parce que les entreprises, les ventes, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Puis, tu sais, si dans ta business, un rep t'amène, je sais pas, 1,5 million de chiffre d'affaires additionnel dans l'année, puis que tu montes une structure pour te permettre d'en engager 1 ou 2 par trimestre, ben à la fin de l'année, c'est quoi? C'est 4, 8, 10 millions de plus que tu peux aller chercher. Mais disons que tu y vas smooth, puis tu en engages juste un bon par année, ta croissance est bonne, puis tu as de la une croissance croissance. organique. Exact. Puis, tu sais, aussi, ce qui est important, puis le but, c'est que le département soit autonome. Oui. Les propriétaires d'entreprises sont beaucoup impliqués dans les ventes. Hein? Puis on a des clients, même dans le club privé, des membres qui roulent, puis tu sais, 20, 30, 40 millions de chiffres d'affaires, puis ils sont énormément impliqués dans le département des ventes. Ils ont des toutes petites équipes de vente. Ouais. Puis tu te dis, mais comment tu fais pour faire autant de revenus avec comme 1, 2 personnes aux ventes? Puis le but pour moi, c'est de les rendre autonomes, mais c'est aussi de ne pas avoir qu'un seul Top Gun. Parce que lui, Ouais. s'il quitte, Faut pas que tu dépendes d'une personne. qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis je peux comprendre quand le dirigeant, c'est son bébé, il tient, je veux dire, on s'entend qu'un entrepreneur, il aime le contrôle. Hein? Il connaît sa formule, il sait qu'est-ce qui fonctionne. Fait qu'il y a de la misère à délaisser les ventes parce qu'il y a sa façon de faire une soumission, d'aller en appel d'offres. Fait que le but du bootcamp, c'est de dire, ton contrôle, on va aller le porter ailleurs. Ouais. On va les rendre autonomes, ton département, puis toi, tu vas pouvoir contrôler de l'extérieur. Puis ça, on va prendre ce temps-là pour développer l'entreprise, des Voilà. projets, des partenariats, des nouveaux produits, etc., de l'innovation, Et voilà. pendant que les ventes se font, tu sais. Peu importe qui va partir ou qui va entrer, tu as ton modèle, tu peux le répéter, tu peux faire un copier-coller, ça fonctionne, ça roule, tout va bien. Très cool. Depuis que tu es chez Avego, qu'est-ce qui t'a le plus fasciné? Parce qu'on se suivait sur nos réseaux sociaux sans se connaître du tout. Mais depuis ton arrivée chez Avego, c'est quoi qui t'a fasciné le plus de ce que tu as vu dans la communauté, chez les membres? Y a-t-il quelque chose que de l'externe, quand, mettons, tu voyais les réseaux sociaux ou tout ça, tu avais une idée ou une perception, comme tout le monde? Puis de l'interne, puis de l'avoir vécu, puis d'avoir rencontré des membres, fait des événements, c'est quoi la chose qui t'a surpris le plus ou qui t'a... Ben en fait, je pense que dans notre société, ce qui est le plus difficile à trouver, c'est le sentiment d'appartenance. Donc, chez Avego, on a un sentiment d'appartenance. Très fort, hein? Il est très, très fort. C'est le safe place aussi. Il n'y a pas de tabou. Les gens parlent de leur victoire. On le voit parce qu'ils sont fiers. Il n'y a pas personne, tu sais, il y a pas personne qui a de l'ego. Les gens veulent apprendre. S'il y en a, ils laissent de côté, en tout cas. On le sent pas. On le sent pas du tout. Et on en a, là, tu sais, qui sont, je veux dire, 100 millions de chiffres d'affaires, là. Puis c'est des gens qui veulent apprendre plus. encore, là. Oui. Puis c'est des gens qui sont curieux. Puis c'est des gens qui veulent être challengés. C'est très puissant, l'évolution, la rapidité de l'évolution qui se fait. Et, tu sais, moi, ce que j'aime de la communauté chez Avego, c'est une chose, une communauté. C'est une chose de rencontrer des gens, mais c'est qu'on peut faire confiance à ces gens-là. Puis faire confiance, souvent, ça prend des années. Puis même que ça peut ne pas arriver. Fait que je pense que chez Avego, c'est de pouvoir dire, hey, j'ai un sentiment d'appartenance, je peux évoluer à vitesse grand V. Tu sais, je vois des gens qui ont commencé dans Avego, puis l'évolution qu'ils ont fait, C'est fou, hein? c'est là que tu vois la puissance d'un écosystème qui est fou. Juste dans la dernière semaine, j'ai 3 personnes, 3 membres d'Avego qui m'ont dit dans des contextes complètement différents, pas au même moment, à quel point qu'on avait changé leur vie. Tu sais, que leur vie avait complètement Oui. été transformée Oui. de par des prises de conscience qu'ils ont fait, des rencontres qu'ils ont faites, des décisions qu'ils ont prises suite à des enseignements de par nos formateurs ou des membres, etc. Tu sais. C'est incroyable. Parce qu'on parle beaucoup business, hein, mais l'humain, là, en soi, il va vivre des changements. Ouais. Puis des fois, seul, il va pas le faire. Il va se préserver. Ouais, Puis tout à nous, on fait. les challenge. Puis tu vois, ben, c'est grâce à toi puis grâce à toute l'équipe de vente. Tu sais, on parlait de l'importance d'avoir des bons départements de vente. Puis tous nos représentants font des processus de sélection rigoureux. Ils s'assurent que les membres qui prennent sont sur la coche. Puis tu es super à cheval là-dessus. Il y a même des domaines qu'on prend pas, des personnalités qu'on prend pas. On veut des gens qui ont des bonnes valeurs, qui sont là pour les bonnes raisons. Puis c'est ce qui fait que quand tu mets les pieds chez Avego, il y a juste du monde sur la coche parce que à toutes les semaines, toi et ton équipe, vous refusez des entrepreneurs puis vous vous rendez compte que c'est pas le bon fit, c'est pas le genre de personne qu'on veut, etc., etc. Fait Puis je vis aucune on résistance. voit le résultat de ça, tu sais. 100 Puis je vis aucune résistance dans l'équipe.
Non, hein? Les gens parce que les reps, des fois, ils perdent des commissions à cause de ça. Puis... Aucun problème avec Mais ça. c'est ce qui fait que la business est belle puis qu'on n'a pas de problème à gérer par la suite. Tu sais, souvent, c'est même pas de ça qu'ils me parlent. Ah, j'ai perdu une vente. Même que j'entends jamais ça. Ils vont me dire non, cette personne-là, je la file pas. Je la file pas. La file pas. Non. Elle n'est pas là pour les bonnes raisons. Exactement. Elle n'est pas prête. Ouais. Fait que j'aime ça parce qu'il n'y a pas de résistance face à ça. Puis les gens, tu sais, tu parles de l'équipe des ventes, mais on s'entend que, tu sais, je sais que tu mets beaucoup de l'avant tout le monde, mais on s'entend que ça a commencé par ta vision, par tes principes et tes valeurs que tu as appliquées puis tu as créé à Vego. Après ça, nous, c'est quelque chose qui a résonné avec nous. Ouais, vous voulez être, comment on dit, vous voulez être approprié ou comme... Ben, je me l'approprie parce que ça fonctionne avec mes principes et mes valeurs. Exact. Ça résonne. Fait que là, moi, c'est authentique dans ton travail parce que ça fit avec toi. Je te demande pas de... Exact. Fait qu'on respecte ça comme une famille. C'est ça la puissance d'une bonne équipe. Ben voilà, tu sais, on vient tous d'une famille, on a vu nos parents avec des principes et des valeurs. Moi, je respecte ça. Je les applique parce que ça résonne en moi. Puis à Vego, c'est la même chose, tu sais. Tout à fait. Tout à fait. Fait qu'on va avoir un beau bootcamp scaler vos ventes qu'on lance bientôt. Ça va être le fun. Ça va être un plaisir de faire ça avec toi puis d'aider le monde dans leur département de vente. Ça va être un programme qui va avoir énormément d'impact. Le genre d'investissement que tu t'investis ces 2 jours puis qu'avec ces 2 journées-là, tu peux mettre ce qu'il faut en place pour vraiment scaler tes ventes, ton département de vente. Puis ça va être puissant. Puis je pense qu'après 20 ans dans le domaine, je suis capable de le vulgariser pour que les gens puissent le comprendre, peu importe où est-ce qu'ils en sont dans leur développement. Là. On va être capable de pouvoir mettre ça à niveau puis personnaliser justement leurs besoins. Ouais. Avec tout ton apprentissage des dernières années, puis l'épreuve que tu as vécue, si tu avais un conseil en terminant que tu aimerais laisser à quelqu'un qui t'écoute aujourd'hui, ça serait quoi? Un conseil ou quelque chose que toi, tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta vie? Plus tu respectes qui tu es, puis que tu laisses faire le bruit, là, puis que tu respectes vraiment qui tu es, puis ce que tu as de besoin, de faire. Là. Peu importe, là, si tu veux, peu importe le domaine, la carrière, qui tu aimes, ton orientation, peu importe, là, ce que tu rêves, ce que tu ressens, même si tu te sens différent, écoute-toi. Parce que plus que tu vas t'écouter puis tu vas te respecter, plus que, honnêtement, la vie va être facile. Parce que si tu forces les choses, c'est là que ça devient compliqué. Tu dois vraiment, tu dois vraiment être. Tout à fait. On peut pas essayer de ressembler à quelqu'un. Ça arrivera jamais. C'est impossible. Moi, je dis toujours, on peut pas forcer un melon dans une olive. C'est impossible. OK? Fait que moi, ce que je te dis, comme conseil, c'est une longue phrase, là, mais fais juste te respecter. Puis laisse faire les autres. Puis ça part de bien se connaître, je pense. Bien se connaître, suivre son intuition. Fais des erreurs. C'est correct. C'est vrai. Hein? Oui. Je pense qu'on apprend à se connaître quand on fait des erreurs. On apprend à connaître les autres aussi quand on leur donne pas ce qu'ils veulent. Donc, respecte-toi. C'est bon, ça. Cynthia Desrosiers, merci, ma chère. Merci à toi. Un plaisir. J'espère que ce message-là a résonné avec vous. Si vous avez aimé le podcast, partagez-le avec les entrepreneurs, des gens que vous aimez ou des gens qui ont vécu des situations difficiles. Et on espère que vous avez apprécié. Et on se voit dans un autre épisode du côté sombre des affaires.